Ce week-end, alors que l'actualité nationale était en cours de préparation, un nouvel événement est venu raviver les tensions autour de la politique migratoire aux États-Unis. À Minneapolis, dans l'État du Minnesota, une personne a été abattue lors d'une opération menée par l'ICE, l'agence fédérale chargée de l'immigration. Quelques jours plus tard, un autre fait a profondément choqué l'opinion publique. Un enfant de 5 ans a été interpellé par cette même agence, dans un contexte que ses avocats qualifient d'extrêmement préoccupant. Selon eux, l'enfant aurait été utilisé comme intermédiaire afin de faciliter l'arrestation de sa propre famille. Ces événements interviennent dans un climat déjà particulièrement tendu. Quelques jours auparavant, une femme nommée Renée Nicole Good avait perdu la vie lors d'une autre intervention de l'ICE. Depuis, les organisations non gouvernementales présentes sur le terrain parlent d'une situation qu'elles jugent historique par son ampleur et par la nature des méthodes employées. Les mobilisations se multiplient, tandis que les autorités locales et fédérales se renvoient la responsabilité des décisions prises. Pour comprendre pourquoi ces affaires suscitent une telle inquiétude, il est nécessaire de revenir sur le rôle et les missions de l'ICE. L'agence, dont le nom signifie Immigration and Customs Enforcement, n'a pas été créée sous l'impulsion de Donald Trump. Elle voit le jour en 2003 dans le contexte sécuritaire qui suit les attentats du 11 septembre 2001. À l'origine, sa mission consiste à faire appliquer les lois sur l'immigration et les douanes, à lutter contre certains trafics et à contribuer à la prévention des menaces terroristes sur le territoire américain. Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir en janvier 2025, l'immigration est redevenue un axe central de la politique gouvernementale. En l'espace d'un an, plus de 500 mesures liées à l'immigration ont été adoptées par son administration. Ce chiffre dépasse le volume de décisions prises durant l'ensemble de son premier mandat entre 2017 et 2021. Selon le Migration Policy Institute, ces mesures incluent notamment un durcissement du droit d'asile qui permettait auparavant à des personnes fuyant des conflits armés ou des situations humanitaires critiques de demander protection aux États-Unis. Au-delà des textes et des réformes juridiques, c'est surtout sur le terrain que la stratégie gouvernementale se fait sentir. Une mobilisation massive de l'ICE est observée à travers le pays, avec des opérations de grande ampleur et des interventions qualifiées de spectaculaires par de nombreux témoins. Dans l'État du Minnesota, ces opérations ont profondément marqué les populations concernées et suscité un sentiment de peur durable au sein de certaines communautés. La mort de Renée Nicole Good constitue l'un des épisodes les plus marquants de cette séquence. Le 7 janvier, cette femme de 37 ans a été tuée à Minneapolis par un agent de l'ICE alors qu'elle se trouvait au volant de sa voiture. L'administration fédérale affirme que l'agent aurait fait usage de son arme pour se défendre. Cette version est aujourd'hui contestée par plusieurs autorités locales, majoritairement démocrates, ainsi que par la famille de la victime, qui s'appuie sur des vidéos et des analyses pour remettre en cause ce récit. Renée Nicole Good est la 5e personne à avoir perdu la vie lors d'opérations liées à l'immigration depuis la fin de l'année 2024. Sa mort a déclenché des centaines de manifestations à travers le pays. Quelques jours plus tard, une autre affaire a renforcé le malaise. Selon des informations rapportées par le Washington Post, un enfant de 5 ans, Liam Conero Ramos, a été arrêté avec son père alors qu'ils rentrèrent de l'école, toujours dans le Minnesota. D'après le département de la sécurité intérieure, le père aurait tenté de s'enfuir à pied à l'approche des agents avant d'être interpellé. Les avocats de la famille affirment toutefois que les agents auraient ensuite demandé à l'enfant de frapper à la porte de son domicile afin de vérifier si d'autres personnes s'y trouvaient, une pratique vivement dénoncée par les défenseurs des droits humains. Pris ensemble, ces événements illustrent une montée des tensions autour des méthodes employées par l'ICE et de la place centrale qu'occupe désormais cette agence dans la politique migratoire américaine. Entre justification sécuritaire, contestation locale et mobilisation de la société civile, le débat s'intensifie, tandis que les conséquences humaines de ces opérations continuent de susciter une vive inquiétude à travers le pays. Ces éléments sont confirmés par le district scolaire de Columbia Heights, qui a précisé le contexte de l'interpellation du jeune garçon. Selon ces informations,
un autre adulte vivant dans le foyer aurait imploré les agents de l'ICE de lui laisser l'enfant, affirmant être en mesure d'en assumer la garde immédiate. Cette demande aurait été refusée par les agents. De leur côté, les autorités fédérales contestent toute instrumentalisation de l'enfant. Elles assurent ne pas l'avoir utilisé comme intermédiaire, expliquant qu'il aurait simplement été maintenu sous surveillance le temps de localiser son père. À l'heure actuelle, Liam Conero Ramos et son père se trouvent dans un centre de détention situé à San Antonio, au Texas, à près de 2000 km de Minneapolis. Bien qu'ils ne soient pas citoyens américains, leurs avocats affirment qu'ils avaient respecté l'ensemble des procédures légales en vigueur concernant leur demande d'asile. Cette demande était encore en cours d'examen au moment de leur interpellation, un point central dans les inquiétudes soulevées par les défenseurs des droits des migrants. Dans le même temps, un autre événement dramatique est venu aggraver la situation. Ce samedi, un homme a été abattu par des tirs lors d'une intervention des forces de l'ordre. Selon la police, il s'agissait d'un citoyen américain et il aurait été armé au moment des faits. Le gouverneur démocrate du Minnesota a dénoncé ce qu'il a qualifié de tirs atroces, tout en soulignant que les circonstances exactes de la mort restent à établir. Une vidéo, filmée par des passants et largement diffusée sur les réseaux sociaux, montre plusieurs agents masqués et cagoulés projetant un homme au sol pour l'immobiliser. Alors qu'il se débat, un coup de feu retentit. À ce stade, les autorités n'ont pas apporté de clarification définitive sur le déroulement précis des événements. Ce qui apparaît clairement, en revanche, c'est le niveau de tension exceptionnel à Minneapolis. Avant même ce décès, des milliers de personnes manifestaient déjà dans la ville pour dénoncer les méthodes de l'ICE. De nombreuses entreprises locales avaient choisi de fermer leurs portes ou d'autoriser leurs employés à prendre une journée de congé afin de faciliter leur participation au rassemblement. Au moment où ces informations sont rapportées, la situation demeure extrêmement tendue et les autorités suivent l'évolution des événements de près. Ces différents épisodes illustrent un climat d'inquiétude grandissant parmi une partie de la population. En l'espace d'un an, les effectifs de l'ICE sont passés d'environ 10 000 à plus de 20 000 agents, selon plusieurs rapports. Cette augmentation s'explique par une campagne de recrutement d'une ampleur inédite, accompagnée de mesures incitatives importantes, comme le remboursement de prêts étudiants ou l'octroi d'avantages financiers élevés. Ces conditions ont permis de convaincre un nombre croissant de candidats de rejoindre l'agence. Le budget de l'ICE a suivi la même trajectoire. Depuis la création de l'agence, il s'élevait à environ 3 milliards de dollars. En 2025, il a atteint près de 10 milliards, et plusieurs projections indiquent qu'il pourrait encore augmenter de manière significative dans les années à venir. Toutefois, au-delà des moyens financiers et humains, ce sont surtout les profils des personnes ciblées par les opérations de l'ICE qui interrogent. Officiellement, l'agence affirme concentrer ses actions sur les étrangers considérés comme dangereux. Pourtant, de nombreuses arrestations concernent des personnes ne présentant aucun antécédent criminel. Les études disponibles montrent que l'immense majorité des individus interpellés n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Certaines peuvent être en situation administrative irrégulière, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de toutes les personnes arrêtées, mais elles disposent rarement d'un casier judiciaire. Ces arrestations massives, combinées à des raids menés dans plusieurs grandes villes, ont conduit à une hausse historique du nombre de personnes détenues. En janvier 2025, près de 15 000 individus se trouvaient en détention à la suite d'opérations de l'ICE. À la fin du mois de novembre, ce chiffre dépassait les 53 000 personnes, selon des données collectées par Track Report, un programme de recherche basé aux États-Unis. Des experts estiment par ailleurs que ces chiffres pourraient être sous-évalués. Au-delà du nombre d'arrestations, les conditions de détention constituent une source majeure de préoccupation pour les organisations non gouvernementales. Ces structures alertent sur des pratiques encore peu visibles du grand public, mais qu'elles jugent alarmantes. Elles dénoncent également des raids effectués sur la base de critères physiques, sans motif clairement établi, alimentant un climat de peur durable. Dans certaines communautés, cette crainte se traduit par une hésitation croissante à se déplacer, à se rendre sur son lieu de travail ou même à accompagner ses enfants à l'école,
par peur d'être pris pour cible lors d'une intervention de l'ICE. Ce qui alimente aujourd'hui un climat de peur généralisé, ce n'est pas uniquement le nombre d'arrestations, mais surtout le mode opératoire employé lors des interventions. Des raids menés par des agents lourdement armés, souvent masqués, dans des lieux du quotidien comme des hôpitaux, des écoles, des quartiers résidentiels ou encore des lieux de culte. Ces pratiques suscitent une inquiétude profonde parmi les près de 14 millions de personnes sans papier vivant aux États-Unis, mais également chez d'autres habitants qui craignent d'être interpellés à tort. Plusieurs cas documentés montrent que certaines personnes ont déjà été arrêtées uniquement en raison de leur apparence physique, alors même qu'elles se trouvaient en situation régulière. Dans ce contexte, l'affaire Renée Nicole Goode continue de provoquer de vives réactions. Le vice-président J.D. Vance a affirmé que l'agent ayant tiré sur elle bénéficiait, selon ses termes, d'une immunité absolue. Cette déclaration a suscité de nombreuses critiques et renforcé le sentiment d'impunité dénoncé par plusieurs organisations de défense des droits civiques. Si l'ICE existait déjà sous les administrations précédentes, y compris sous Barack Obama, de nombreux observateurs estiment que l'ampleur des opérations et la nature des méthodes employées marquent une rupture nette avec les pratiques antérieures. Face à cette situation, les réactions ne se limitent plus au territoire américain. Des manifestations se poursuivent dans plusieurs villes du pays, tandis que les prises de position internationales se multiplient. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a déclaré être profondément choqué par ce qu'il décrit comme des mauvais traitements devenus quotidiens à l'encontre des migrants et des réfugiés aux États-Unis. Il a appelé les autorités américaines à mettre fin aux pratiques qui entraînent la séparation des familles et à respecter les engagements internationaux du pays en matière de droits humains. Sur le plan judiciaire, plusieurs procédures sont en cours. L'État du Minnesota a saisi la justice fédérale afin de demander la suspension des opérations menées par l'ICE sur son territoire. Une audience est prévue prochainement pour examiner cette requête. Les décisions à venir pourraient avoir des conséquences importantes sur la poursuite de ces interventions et sur le cadre légal dans lequel elles s'inscrivent. Dans le même temps, l'actualité internationale reste marquée par d'autres tensions majeures. Donald Trump a annoncé un renforcement de la présence militaire américaine dans le golfe Persique, évoquant l'envoi d'une importante flotte de navires de guerre dans la région. Parmi eux figure notamment le porte-avions Abraham Lincoln, équipé d'avions de combat, selon des informations confirmées par le Pentagone. Le président américain a déclaré préférer éviter toute escalade, tout en affirmant suivre de très près l'évolution de la situation en Iran. Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte déjà tendu. Les autorités iraniennes font face depuis plusieurs mois à un mouvement de contestation réclamant la chute du régime islamique. Selon l'ONG Human Rights Activist News Agency, près de 5000 personnes auraient été tuées depuis le début de cette répression, principalement des manifestants. L'organisation précise que ce bilan pourrait être inférieur à la réalité. En réaction aux propos américains, un haut responsable iranien, cité par l'agence Reuters, a averti que toute attaque des États-Unis serait considérée comme une guerre totale, affirmant que l'armée iranienne se tenait prête à faire face au pire scénario. En raison de ces tensions régionales, plusieurs compagnies aériennes, dont Air France, ont suspendu certains vols, notamment à destination de Dubaï. En France, une enquête a été ouverte après la diffusion d'une vidéo montrant un homme encerclé par 3 policiers, plaqué contre le capot d'un véhicule et frappé à la tête et aux jambes. Les images, filmées à Paris dans le 10e arrondissement, montrent également des insultes proférées par l'un des agents. L'homme est ensuite relâché, sans qu'aucune interpellation ne soit visible. L'inspection générale de la police nationale a été saisie afin de faire la lumière sur les circonstances de cette intervention. Sur le plan sanitaire, plusieurs rappels de produits alimentaires continuent de susciter l'inquiétude. Après des rappels de laits infantiles par Nestlé et Lactalis, le groupe français Danone a annoncé, par mesure de précaution, le rappel de certaines eaux commercialisées sous les marques Gallia et Blédilet. Ces décisions interviennent dans un contexte sensible, après le décès de 2 nourrissons ayant consommé des laits infantiles concernés par des rappels précédents. À ce stade, les autorités précisent qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre les produits rappelés
et les symptômes observés. Les enquêtes se poursuivent, notamment autour d'un fournisseur commun basé en Chine. Aux Pays-Bas, la ville d'Amsterdam a adopté une mesure inédite pour une capitale mondiale. Les publicités en faveur de la viande et des énergies fossiles, incluant les voyages en avion, les croisières et les véhicules non électriques, seront interdites dans l'espace public à partir de 2026. Cette décision, votée par le conseil municipal, s'appuie sur une autorisation préalable de la justice néerlandaise, permettant aux municipalités de restreindre certaines publicités lorsqu'elles portent atteinte à des intérêts publics comme la santé ou le climat. Enfin, un événement très médiatisé suscite de nombreuses critiques dans le monde du sport et des médias. Le grimpeur américain Alex Honnold doit réaliser l'ascension sans aucune protection de la tour Taipei 101 à Taïwan, un gratte-ciel de plus de 500 mètres de haut. L'ascension, prévue de nuit, sera diffusée en direct. Plusieurs professionnels de l'escalade ont dénoncé la mise en scène de ce défi, tandis que certains éditorialistes évoquent une démarche jugée dangereuse et irresponsable. Selon des informations de presse, la diffusion devrait toutefois être légèrement différée afin de pouvoir être interrompue en cas d'incident.